Bonjour et bienvenue dans cet épisode du dimanche matin. Après avoir parlé des records de vitesse sur Terre, j'ai décidé de vous parler d'un engin étonnant, monstrueux et d'une technicité inouïe pour son époque, qui fut un énorme échec en devenant l'un des mystères irrésolus de l'histoire de l'automobile. Pour ceux qui suivent les autres épisodes de la chaîne sur les voitures électriques, vous avez déjà vu le jingle qui va suivre dans les planètes électriques. Il est temps pour moi de vous préciser son sens. Lorsque je parle d'histoire, je me réfère à des articles, des journaux ou des brochures publicitaires d'époque. Je me base le plus souvent possible sur les originaux de ces textes, pour avoir une idée la plus précise possible de ce que je raconte. Même si je mets souvent les liens vers les articles Wikipédia qui citent ces sources, cela me permet d'en mettre plus. N'hésitez pas à cliquer sur les articles Wikipédia et ensuite sur les liens connexes qui se trouvent à la fin de ces articles. Or, l'article 469 du Code de procédure civile définit ces originaux comme des minutes au pluriel, d'où le nom de cette rubrique. Et maintenant de cette émission du dimanche matin. Générique. Avant de parler histoire, parlons un peu de géographie. L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre et se situe autour du pôle Sud. Le terme Antarctique dérive de anti-arctique, qui est l'opposé de l'Arctique. Opposé géographiquement, ce continent l'est également géologiquement parlant. Tandis que l'Arctique est un océan gelé, l'Antarctique est une terre émergée malgré la glace qui la recouvre. L'endroit est très inhospitalier et ne présente aucune trace d'occupation permanente endémique de l'humanité. C'est le plus vaste désert terrestre. Il y vit quelques espèces d'animaux marins ou adaptés à la vie marine, mais uniquement autour de ses côtes. Le froid extrême et les vents violents en font le continent le plus sec de toute la planète malgré les quantités immenses d'eau qui le recouvrent, car elle se transforme en neige ou en glace sitôt en contact avec l'atmosphère glacée. La découverte de ce continent méconnu se fera en plusieurs étapes tant les conditions de mer sont compliquées dans les régions australes. C'est en 1772 que sont découvertes les îles du Prince-Édouard, terres les plus proches de l'Antarctique. James Cook, lors de sa seconde expédition, découvrira les premiers icebergs austraux et dépassera le cercle polaire austral un an plus tard. Il faudra toutefois attendre le 19e siècle avec la découverte par le capitaine William Smith d'une terre au-delà du 62e degré sud. Il annonce sa découverte au monde le 19 février 1819. Dès ce moment, les États, mais aussi les hommes curieux, voulurent en savoir plus, et les premières expéditions furent organisées. Pendant un siècle, les scientifiques et aventuriers se rendirent en Antarctique pour découvrir un nouveau monde, mais aussi pour laisser leur nom dans l'histoire. C'est ainsi que les noms d'Amundsen, Cook ou Charcot sont gravés dans l'histoire de ce continent recouvert de glace. Dans les années 1920, la technologie et les avancées scientifiques commencent à permettre des expéditions de longue durée, avec plus de matériel. L'aviation devient un moyen facile de faire les reconnaissances, et les expéditions polaires y ont recours de plus en plus souvent. Marin émérite et aviateur surdoué, le contre-amiral américain Richard Byrd est l'homme de la situation. Tout d'abord employé par Donald Baxter McMillan pour son expédition au pôle Nord en 1926, Byrd tente plusieurs exploits, comme le survol du pôle Nord en avion ou la traversée de l'Atlantique. En 1928, Byrd décide de créer sa propre expédition australe. Il se rendra en Antarctique avec 2 navires et 3 avions spécialement équipés. Il effectue le premier survol du pôle Sud le 29 novembre 1929 après 18 heures de vol à basse altitude. Son exploit sera salué dans le monde entier et il sera accueilli en héros à New York à son retour. De 1933 à 1935, la seconde expédition de Byrd se termine à la limite du drame. La météo épouvantable bloquera Byrd et son équipe dans un abri de glace, et seule la radio permet de les secourir avant l'asphyxie au monoxyde de carbone. L'expédition était pourtant équipée de 3 Citroën Kégresse, plus connus sous le nom d'Auto-Chenille, prêtés par André Citroën lui-même. Elles ne supportaient pas bien les températures de moins 70 degrés et furent inutilisables lorsque le besoin s'en fit sentir. Il fallut 4 longues années à Byrd pour préparer son expédition suivante. Son prestige et sa notoriété lui assurant financement et concours techniques, l'explorateur ne voulait plus se retrouver dans une situation similaire à celle de sa dernière expédition. Pour l'expédition de 1939, Byrd ne souhaite pas se limiter aux objectifs primaires de la mission, qui est d'établir une base semi-permanente sur le continent glacé.
Il veut faire des expéditions de longue durée loin de la base, mais en toute sécurité. C'est Thomas Poulter, second de Byrd dans l'expédition en 1934, qui crée le cahier des charges et les premiers schémas du véhicule qu'on appellera le Pingouin, ou plus simplement l'Antarctic Snow Cruiser. L'engin devait être à la fois un véhicule, une base de vie et un transporteur d'avions. Pour être utilisable, il devait être assez gros pour pouvoir assurer ses missions, mais également composé avec les capacités d'emport des navires engagés dans la mission. Au final, l'engin pèse 34 tonnes, mesure 17 mètres de long pour un peu plus de 6 mètres de large. Sa hauteur est variable en raison de suspensions adaptables dont nous verrons l'usage un peu plus loin. En mode posé au sol, il faisait 3,70 m de haut et peut s'élever de 1,20 m en cas de besoin. Conçu pour servir de logement à 4 personnes, la place intérieure est comptée. Il faut en effet prévoir vivres, médicaments et matériel pour survivre le plus longtemps possible dans ces conditions extrêmes. De plus, l'engin doit avoir une bonne autonomie. Le réservoir de 9500 litres de gasoil devait permettre de voyager jusqu'à 8000 km sans faire le plein. Un second réservoir sur le toit permet de stocker les 3800 litres de carburant nécessaires pour l'avion qu'il transporte. En vue de gagner de la place, l'Antarctic Snow Cruiser va utiliser une architecture diesel-électrique. Deux moteurs 6 cylindres Cummins diesel de 150 chevaux chacun font tourner des alternateurs qui alimentent les moteurs électriques placés dans les roues, un par roue. Simple, efficace et surtout compact, le système a également l'avantage de permettre de recharger les batteries du bord servant au fonctionnement de tous les appareillages de la base. Pour économiser le chauffage, le système de refroidissement des moteurs court dans tout le véhicule afin de garder une bonne température à bord. C'était visiblement très efficace car pendant l'expédition, ses occupants n'ont même pas eu besoin de couverture, même la nuit pour dormir. Si les hommes avaient besoin d'être réchauffés, les pneumatiques étaient dans le même cas. À cette époque, le caoutchouc naturel était le seul matériau utilisable pour les pneumatiques et ne supportait que très mal le froid. La chaleur des moteurs servait donc également à réchauffer les pneumatiques lorsque les roues étaient totalement rétractées. Enfin, dernière caractéristique étonnante, l'Antarctic Snow Cruiser se targuait de faire fi des crevasses omniprésentes sur la glace. La méthode pouvait sembler loufoque et bien peu élégante, mais elle était bien pensée. Le véhicule avançait vers la crevasse et faisait dépasser son nez de l'autre côté du gouffre. Les suspensions hydrauliques du train avant s'abaissaient et le nez se posait doucement sur la glace. Les roues arrière poussaient alors l'engin assez loin pour que ses roues avant reprennent leur rôle et retrouvent le sol. On abaissait alors l'arrière et on relevait l'avant. Le pingouin glissait alors sur son arrière-train propulsé par ses roues avant jusqu'à ce que les roues arrière soient de nouveau en contact avec le sol. On relevait alors l'arrière et le véhicule pouvait reprendre son chemin. C'était bien imaginé. En plus d'avoir 4 roues motrices et directrices, cette fonctionnalité devait permettre au Snow Cruiser de se sortir de tous les mauvais pas. Nous verrons plus tard que théorie et pratique ne vont pas toujours ensemble. En 1939, la Fondation pour la recherche de l'Armour Institute of Technology décide de financer la fabrication de la machine et de la louer au United States Antarctic Service. Il faudra 11 semaines pour construire la machine, qui sera démarrée à Chicago le 24 octobre 1939. Tout doit aller très vite car le véhicule doit embarquer en temps et en heure pour l'expédition. C'est un périple de 1640 km qui mènera le Snow Cruiser de Chicago à Boston. Le système de direction fit des siennes et l'engin se retrouva bloqué dans un ruisseau pendant 3 jours, le temps de réparer. Il finit par arriver au port et fut embarqué à bord du USCGC North Star le 15 novembre 1939. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. Le déchargement du Snow Cruiser en Antarctique est un cauchemar. La hauteur du quai impose la construction d'une rampe en bois. À mi-chemin de la descente, une roue cède et le Snow Cruiser se retrouve bloqué en bien mauvaise position. Poulter arrive à le dégager sous les applaudissements des membres de l'expédition. Applaudissements qui s'arrêtèrent bien vite lorsque le Snow Cruiser s'avéra incapable de se déplacer sur la glace. Les immenses pneumatiques de 3 mètres de diamètre avaient été conçus pour des véhicules lourds se déplaçant dans les bourbiers ou les marais. Ils ne trouvaient aucune adhérence sur la neige et la glace. Pire, le système réchauffant les roues pour préserver le caoutchouc, faisait fondre la couche de glace en contact avec les pneus chauds, créant ainsi une pellicule humide et extrêmement glissante. Les explorateurs tentèrent bien de fixer les 2 roues de secours aux roues avant de l'engin, et tentèrent même de mettre des chaînes sur les roues arrière, mais rien n'y fit. Le véhicule n'eut jamais l'adhérence nécessaire pour être utilisable.
Après plusieurs essais, il s'avéra que c'était un peu mieux en marche arrière, et l'expédition fit plusieurs tests, dont un de plus de 90 km. Ce problème aurait facilement pu être réglé en remplaçant les pneumatiques, mais la guerre finit par rattraper les États-Unis et l'expédition, qui dut abandonner le terrain et le matériel. Poulter fit tout de même sécuriser le véhicule et l'entoura de fanions perchés au bout de cannes en bambou. C'est cette signalisation qui permit de retrouver le snowcruiser en 1946 lors de l'opération High Jump. Les Américains renforcèrent le marquage et 12 ans plus tard, une expédition internationale dégage le snowcruiser enseveli sous 7 mètres de neige tassée. Au grand étonnement de ses découvreurs, un peu d'air dans les pneus et une bonne révision pouvaient suffire pour remettre la machine en route. N'ayant pas le matériel nécessaire, ils décidèrent de reporter l'opération lors d'une prochaine expédition. Pourtant, lorsque l'expédition suivante vint au même endroit, toute trace du snowcruiser avait disparu. Certains esprits tortueux accusèrent l'URSS d'avoir pris le véhicule. Mais on peut se demander pourquoi les soviétiques auraient voulu d'un véhicule vieux de 20 ans qui en plus ne peut pas se déplacer correctement par lui-même. Il est bien plus probable que l'Antarctic Snowcruiser est aujourd'hui sous la glace de l'Antarctique, emporté par une crevasse. Allez savoir si on ne le retrouvera pas un jour. Témoignage de l'incroyable ingéniosité de l'homme pour déjouer les éléments et assouvir son insatiable curiosité. L'Antarctic Snowcruiser ne fut pourtant pas inutile. La technologie diesel électrique de ses moteurs est encore utilisée de nos jours sur les énormes camions dumper dans les mines à ciel ouvert sur toute la planète. Son concept de base mobile a été repris par les patrouilleurs plus petits, équipés cette fois de chenilles pour se déplacer dans les zones les plus reculées et les plus inhospitalières du globe. Il aura été l'ancêtre de ces machines qui préfigurent également les machines de ce type dont nous aurons besoin sur la Lune ou sur Mars. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao!